Il y a à peine 10 ans, Casino figurait encore parmi les géants mondiaux de la grande distribution, 48,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 15 000 magasins répartis dans 7 pays, une puissance économique qu'on croyait encore intouchable, et pourtant, aujourd'hui, on parle d'un effondrement total, l'action du groupe ne vaut plus que quelques centimes, sa part de marché a fondu de moitié, des milliers d'emplois ont été supprimés, des rayons désertés et des enseignes complètement disparues. Mais alors comment un empire aussi solide a-t-il pu s'effondrer aussi rapidement? Est-ce que c'était vraiment un accident ou bien le fruit d'un système devenu complètement incontrôlable? Préparez-vous à plonger dans l'histoire du naufrage le plus spectaculaire de la grande distribution française. Bienvenue dans la chute d'un mastodonte, l'Empire Casino. Tout commence à Saint-Étienne à la toute fin du 19e siècle, dans une ville industrielle en pleine effervescence. Un jeune entrepreneur local, Geoffroy Guichard, transforme une ancienne salle de spectacle en épicerie moderne. Il la baptise Casino, clin d'œil au passé du lieu, et sans le savoir, grave un nom qui traversera les générations. Très vite, Guichard fait mieux que simplement vendre. Il innove. Dès 1901, il crée la première marque de distributeur française. Puis vient le fameux journal Casino, les tickets primes, les allocations familiales pour les employés. Et dès 1948, l'inauguration du premier magasin en libre service de France. Tout ça bien avant Carrefour. Chaque décennie consolide l'empire. En 1970, Casino ouvre à Marseille un hypermarché de 16 000 m², une cathédrale de la consommation. En coulisses, tout est déjà calibré, l'enseigne est bien plus qu'un simple commerçant. C'est un organisme autonome, une machine industrielle de proximité. Au fil des décennies, Casino devient un pilier silencieux du quotidien des Français. À Saint-Étienne, le logo vert s'impose comme un emblème local, au point de donner ses couleurs à l'AS Saint-Étienne. Les habitants parlent de Casino comme on parle d'un oncle ou d'un stade. À travers ses marques, Franprix, Leader Price, Géant, le groupe se rend indispensable dans les grandes villes comme dans les villages isolés, puis vient ensuite l'international, l'Amérique du Sud, l'Asie, le e-commerce avec Cdiscount, l'immobilier avec Mercialis et même l'énergie avec Green Yellow. Casino ne vend plus seulement des yaourts ou des conserves, il développe une galaxie complètement connectée à la grande distribution. En 2014, le groupe atteint des sommets vertigineux, les chiffres parlent d'eux-mêmes, l'entreprise contrôle parfaitement l'intégralité de sa chaîne de valeur, de la production jusqu'au point de vente. Casino paraît alors invincible et incarne une sorte de réussite à la française. Pourtant, derrière cette façade éclatante, en coulisses, les rouages s'emballent dangereusement. Si les résultats financiers impressionnent et que les magasins fonctionnent à plein régime, cette croissance spectaculaire repose quant à elle sur des fondations secrètement fragilisées. Derrière tout ça, un homme orchestre sa montée en puissance à travers ce système. Bien qu'il soit officiellement aux commandes, son véritable pouvoir ne réside pas dans son titre de PDG, mais dans sa maîtrise du capital. Son nom, Jean-Charles Naouri. Dès 1991, ce personnage discret, méconnu du grand public, commence à positionner ses pièces sur l'échiquier du commerce français. Agrégé de mathématiques, énarque et ancien directeur du cabinet de Pierre Bérégovoy, ce virtuose de la finance n'occupe pas encore de poste de direction, mais a déjà élaboré sa stratégie. Il débute alors sa traversée par l'acquisition de Rallye, une enseigne de distribution en difficulté. L'opération semble modeste en apparence mais cache un projet à long terme, transformer cette enseigne en véhicule financier, un levier pour s'emparer de proies beaucoup plus importantes. La stratégie finit par porter ses fruits et en 1997, Naouri utilise Rallye pour prendre le contrôle de Casino. À ce moment-là, le deuxième distributeur français. Le coup de maître est audacieux, le secteur de la grande distribution ne le sait pas encore, mais pour la première fois, un financier s'empare d'un commerçant. Naouri arrive, structure, empile, concentre. Son modèle n'est pas horizontal mais vertical, construit comme une tour de contrôle où chaque étage soutient celui du dessus. Tout en haut, sa holding personnelle Euris, en dessous Finatis, Foncière Euris, puis Rallye, et tout en bas, la machine à cash Casino, une sorte de château de dette où chaque étage emprunte de l'argent en prenant comme garantie celui d'en dessous. Tant que l'action Casino ne baisse pas et qu'elle verse des dividendes, tout tient debout.
Et pendant plus d'une décennie, ça marche, le système tourne à plein régime. De 2005 à 2017, Casino reverse en moyenne 300 millions d'euros par an à ses actionnaires. Environ la moitié à 2/3 de cette somme est alors remontée directement dans les holdings de Naori pour rembourser les dettes. Dans le même temps, Casino s'étend, s'endette, conquiert. Monoprix 1,2 milliard d'euros, GPA au Brésil 2,6 milliards, Éxito en Colombie, Big C en Thaïlande mais aussi Cdiscount, fleuron du e-commerce, et GreenYellow, pionnier dans l'énergie solaire, des achats massifs, des expansions rapides et un empire tentaculaire bâti sur le crédit. En 2010, Casino affiche alors une dette nette de 3,8 milliards d'euros. En 2014, elle monte même jusqu'à 5,8 milliards. Pourtant, les indicateurs financiers restent stables, la dette semble tout à fait maîtrisée par rapport aux revenus générés par le groupe. Résultat, aucune alerte, l'action continue sa progression, les agences de notation valident et les marchés croient toujours au génie Naori. Pourtant, ce que personne ne voit, c'est l'étage du dessus, car le vrai danger ne se cache pas dans les comptes de Casino officiellement, mais dans ceux de ses holdings mères, Rallye, Foncière Euris, Finatis. Ces sociétés contrôlées par Naori sont endettées massivement, mais ne créent pas véritablement de valeur. Pour rembourser leurs dettes, elles n'ont alors qu'une seule source de revenus, les dividendes versés par Casino. Et c'est précisément ce point que va finir par révéler le fonds américain Muddy Waters en décembre 2015. Selon eux, Casino vend ses actifs, maquille ses flux de trésorerie, manipule la présentation de ses résultats pour permettre justement aux sociétés du haut de continuer à fonctionner, tout ça en maintenant l'illusion d'un empire sain. Il parle alors d'un siphonnage de liquidités. Le fonds informe que si les dividendes versés par Casino venaient à baisser ne serait-ce que de 30 à 40%, les holdings situés au-dessus comme Rallye ne seraient plus en capacité de rembourser leurs propres dettes. Et c'est tout le montage qui risquerait de s'écrouler. Un simple ralentissement de l'activité de Casino et c'est la pyramide tout entière qui s'écroule. Cette alerte fait alors l'effet d'une bombe. En 2 semaines, l'action Casino perd plus de 30% en bourse. Les agences de notation s'emparent du dossier et Moody's dégrade Casino à Ba1. Standard & Poor's suit avec une note BB+. Le groupe bascule officiellement dans la catégorie des junk bonds, des titres spéculatifs jugés à haut risque. Conséquence directe, les taux d'emprunt flambent, les banques resserrent l'accès au crédit. Casino se retrouve alors sous tension permanente avec un risque de liquidité croissant. Pendant ce temps, la situation interne se dégrade et en mai 2019, tout s'effondre officiellement pour le groupe. L'ensemble des holdings incapables de faire face à leurs échéances sont placés en procédure de sauvegarde. Pour éviter la catastrophe, une restructuration est alors enclenchée. Officiellement, on parle de recentrage stratégique. En réalité, il s'agit plutôt d'une vente à la découpe sous contrainte. En 5 ans, plus de 4 milliards d'euros d'actifs sont liquidés. Un à un, les plus beaux joyaux du groupe sont sacrifiés. GreenYellow, la pépite solaire, cédée à Ardian pour un peu plus d'1 milliard d'euros. Mercialis, la foncière, dépecée progressivement. Leader Price, vendu à Aldi pour 735 millions d'euros. GPA au Brésil, Éxito en Colombie, des cessions par morceaux jusqu'au retrait total de l'international. Malgré ses ventes en 2023, la dette brute de Casino dépasse 7 milliards d'euros avec des intérêts à rembourser qui atteignent près de 500 millions d'euros par an. Le groupe n'arrive plus à investir, il se contente de survivre. Les conséquences sont visibles partout. Rayons vides, prix trop cher, magasins qui ferment. En 2023, la part de marché de Casino n'est plus que de 6%, une chute historique. Les comparateurs notent alors jusqu'à 40% d'écart avec Leclerc sur des produits du quotidien. Même les marques distributeurs sont plus chères. Casino ne peut plus baisser ses prix. La dette étouffe toute marge de manœuvre. S'installe alors une spirale infernale. Prix trop élevé, fuite des clients, baisse des volumes, marge compressée, dette qui s'aggrave. Une seule option reste alors sur la table, vendre encore plus. 288 hypermarchés et supermarchés sont cédés à Intermarché, Carrefour et Auchan. Plus de 12 000 salariés transférés ou licenciés, des villes entières abandonnées. Même Saint-Étienne, berceau historique du groupe,
devient alors une friche commerciale. Et la bourse dans tout ça, eh bien, elle avait déjà tout anticipé. 2018, la capitalisation boursière de Casino avoisinait encore 4 milliards d'euros. 2023, elle ne pesait plus qu'environ 85 millions d'euros. Résultat, un effondrement de 98% de la valeur boursière en 5 ans. Casino est presque devenu une coquille vide, une marque historique réduite à néant. Et pourtant, la tour ne s'effondre pas encore, enfin juste assez pour être vendue. Janvier 2024, Casino arrive devant le tribunal de commerce de Paris, exténué, sous perfusion, à 2 doigts de la cessation de paiement. Les rayons sont vides, les clients ont déserté, les salariés retiennent leur souffle. Et là entre en scène Daniel Křetínský, un homme d'affaires et milliardaire tchèque assez discret, à ses côtés Atestor et Fimalak. Pas des philanthropes, mais des repreneurs. Leur mission, extraire ce qu'il reste de valeur du groupe. Et le 15 janvier 2024, un plan radical est validé. Casino voit disparaître 6,1 milliards d'euros de dettes. 4,9 sont d'ailleurs directement transformés en actions. Le reste injecté en argent frais pour relancer le groupe. C'est désormais le consortium Křetínský, Atestor, Fimalak qui tient les rênes du groupe avec 52,2% du capital. Jean-Charles Naouri, l'ancien PDG, réduit à une part de 0,1%. Son règne prend fin officiellement. Casino reste coté en bourse, mais ce n'est plus vraiment Casino. C'est un autre groupe sur une carcasse endommagée. Casino n'a plus de réseau national. Il conserve Monoprix pour les centres urbains premium, Franprix pour les zones denses, Cdiscount pour le e-commerce. Le reste cédé ou en cours de liquidation. Le groupe est devenu une holding parisienne amputée, une ombre de ce qu'il fut. Aujourd'hui, la dette nette du groupe a été fortement réduite, mais elle reste lourde quand on la compare à ce que gagne le groupe réellement. Même ses enseignes conservées sont fragiles. Monoprix est perçu comme trop cher face à Leclerc ou Lidl. Franprix stagne, Cdiscount a perdu de son avance, dépassé par Amazon. Křetínský, lui, n'est pas venu pour faire de la figuration, c'est un chirurgien industriel. Sa méthode, rénover les magasins rentables, augmenter le panier moyen client, nettoyer les coûts, rationaliser. Ce n'est pas un sauvetage sentimental, c'est une reprise froide, industrielle, méthodique et peut-être aujourd'hui la seule option réaliste pour que quelque chose survive. Casino, autrefois fleuron de la distribution française, s'est écroulé en croyant qu'on pouvait gérer un supermarché comme une banque d'affaires. Mais un magasin, ce n'est pas qu'un simple bilan comptable, c'est un lieu de vie, une caissière qu'on connaît. Tu peux séduire les banques, multiplier les holdings, faire du cash avec les cessions, mais ça ne suffira jamais à faire tourner une supérette. Casino pourra-t-il encore se relever ou est-ce juste un dernier sursaut avant la fin? Křetínský devra encore convaincre ses créanciers en septembre 2025 pour éviter de nouvelles restructurations. En attendant, je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si ce genre d'enquête vous intéresse, je vous recommande vivement ma dernière vidéo sur Marie Blachère. Comment une simple boulangerie de Provence a réussi à écraser tous ses concurrents pour devenir le numéro 1 de la boulangerie française. Vous allez voir, certaines de leurs méthodes sont totalement méconnues et pourtant extrêmement redoutables. Quant aux autres, on se retrouve très vite. C'était Corentin. Allez, ciao!